par la suite, on essaiera de constituer les différentes commissions qui vont travailler toute la journée jusqu'à la fin de l'après-midi et qui présenteront le fruit de leur travail. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, une des choses les plus importantes est bien sûr l'évaluation. Je n'ai pas arrêté depuis les élections du 23 octobre de dire qu'on n'a pas évalué, donc si on n'évalue pas, on ne peut pas construire. Eh bien, Lilia va essayer de nous faire une petite évaluation avec sur la même table la présence d'une des maîtres d'œuvre de ces élections. Vous voyez, la démocratie, c'est magnifique. Hein? Et donc, d'un côté, la société civile qui va évaluer, et le maître d'œuvre, donc Monia Labed, qui était dans le conseil de l'ISI, qui est là et qui, par la suite, sûrement essaiera de présenter plutôt comment va être l'ISI, l'ISI 2, qu'on a pris l'habitude d'appeler déjà l'ISI 2. Donc, je donne la parole et après, je présenterai les autres, bien sûr, intervenants. Et à vous la parole. Merci, Chaouri. Je tiens tout d'abord à remercier l'Association tunisienne de droit constitutionnel d'avoir prévu cette journée. Effectivement, comme nous le savons tous aujourd'hui, c'est la période où on commence à beaucoup parler des élections, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale constituante et notamment la commission du tri des candidatures de l'ISI, donc le sujet est vraiment d'actualité. On parle beaucoup d'élections, même si on ne voit pas encore de date se profiler à l'horizon. Donc, comme je vais reprendre tout de suite un peu ce qu'a dit Sifarhat. Donc en parlant des élections, moi je vais vous présenter une évaluation des élections de 2011 parce que ce n'est qu'à partir de cette évaluation qu'on pourrait présenter des recommandations utiles pour les prochaines élections. Mais auparavant, et ça ne figure pas dans ma présentation, il faudrait quand même souligner certains points très importants. Pour que des élections honnêtes, intègres aient lieu, il faudrait qu'il y ait des conditions sine qua non de l'intégrité de ces élections, ou bien pour que tout simplement elles puissent avoir lieu. C'est d'abord la sécurité, un climat sécuritaire. Aujourd'hui, donc par rapport à 2011, on avait, donc l'ISI avait quand même en coordination donc avec les autorités, ont pu maintenir un bon niveau de sécurité. Il y a eu quelques incidents, mais rien à voir. Donc la sécurité était là. L'indépendance de la justice, il ne faut pas l'oublier, c'est une condition qui n'est pas encore là. Donc la liberté de la presse, oui. Donc il y a certaines conditions, également au niveau de la police, avoir une police républicaine, pour qu'il n'y ait pas la tentation de mainmise, disons, de l'appareil de l'intérieur sur les élections. Pour éviter au moins des doutes, il faudrait qu'on s'assure de la neutralité de l'administration et de la police. Ceci pour, disons, les conditions générales qui doivent présider à des élections. Alors maintenant, si on revient un peu aux élections de 2011, alors on va commencer donc très rapidement pour les non-initiés, bien que je vois ici beaucoup de gens qui ont participé de près ou de loin aux élections précédentes. Donc le processus électoral commence par la promulgation des textes de loi qui vont régir les élections. Ensuite, nous avons une partie sur l'organisation électorale. Ensuite, dans le processus, l'enregistrement des électeurs, l'affichage des listes des électeurs et les requêtes, l'affichage des listes des candidats et requêtes, la campagne électorale, le financement des partis de la campagne et le scrutin lui-même, la compilation, la centralisation des résultats, les requêtes, la promulgation des résultats préliminaires et définitifs. Alors, les textes de loi, très rapidement, donc, qui ont régi un peu les élections de 2011. Donc, tout le monde connaît le décret 27 par lequel la haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution ont créé l'ISI. Ensuite, le décret loi numéro 35 2011. Qui est relatif aux élections de l'ANC, décret loi qui a été amendé par un décret loi, le décret loi numéro 72-2011, donc il a complété et l'a amendé, et deux circulaires
principalement, une circulaire qui concerne le découpage électoral et une circulaire qui concerne le financement des campagnes électorales. Donc voilà un peu le cadre légal. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport, disons, à ce cadre légal? Parce que c'était une innovation, donc vous voyez tous ces textes-là sont arrivés après la Révolution. Donc il y a, disons, deux points majeurs à souligner. Deux points positifs majeurs. D'abord qu'il y a eu création, pour la première fois en Tunisie, d'une instance indépendante pour l'organisation des élections. Deuxième point, pour la première fois également, on a vu la criminalisation de certaines fraudes électorales. Donc, mais les points, on va dire, négatifs, ou bien les points améliorés dans ces textes électoraux, donc cette ISI, elle était là, cependant, elle avait un pouvoir d'action limité. Donc, il y avait une absence de référence explicite à un pouvoir d'autosaisine et de sanction. C'est ce qui a créé, après certaines polémiques, notamment quand nous, société civile, avions dit qu'il y a eu des dépassements, par exemple, au niveau des campagnes électorales, et que l'ISI a dit nous n'avions pas. Et pour nous, pourquoi est-ce que l'ISI n'était pas intervenu à ce moment-là pour arrêter ces infractions? La réponse de plusieurs membres de l'ISI, c'était que nous ne pouvions pas le faire. Alors que d'autres, disons, juristes avaient soutenu le contraire en disant qu'ils auraient pu le faire s'ils avaient réellement voulu arrêter ces infractions-là. Et donc là, si on analyse un peu les textes, effectivement, il n'y a pas de référence explicite donnant un pouvoir donc à cette ISI pour lui permettre, donc le pouvoir d'autosaisine, soit de saisir donc les tribunaux, soit d'elle-même donc de faire certaines sanctions, d'appliquer certaines sanctions. Donc pouvoir d'action limité, je disais, les sanctions, donc la criminalisation, c'est vrai que les articles, donc certains articles du décret 35 criminalisaient les fraudes électorales, mais ces sanctions étaient peu dissuasives. Alors peu dissuasives, parce qu'elles ne touchaient que les personnes, et donc il aurait fallu, il faudrait peut-être penser à l'avenir d'un futur loi électorale pour que ces sanctions soient étendues aux partis politiques. J'enlève le côté financement des partis où c'est différent. Et également, donc il faudrait les peines appliquées, donc 6 mois de prison et je crois 1000 dinars d'amende. Donc aujourd'hui, ce sont des peines qui sont non dissuasives donc, de ces infractions. Donc il faudrait peut-être renforcer et étendre les sanctions et les étendre également à d'autres fraudes électorales que celles touchant au financement des campagnes. Ensuite, donc troisième point à améliorer également, donc il y a peu de dispositions, encore une fois explicites, qui garantissent la transparence du processus électoral. Alors maintenant, venons-en à ce qui s'est passé donc, rapidement, donc les différentes étapes des élections du processus électoral. Concernant l'organisation électorale, dans l'ensemble, la logistique électorale a été correctement organisée en Tunisie et donc un peu moins à l'étranger, mais en Tunisie, dans 95% des bureaux de vote que nous avons observés, donc l'organisation était bonne, l'encre était là, tout était... donc vous avez pu donc quand même assurer la logistique électorale. Alors concernant la sécurité, déjà j'en ai parlé, donc la sécurité a été assurée. Maintenant venons-en aux procédures. Les procédures de vote, elles, étaient incomplètes. Elles étaient arrivées très souvent en retard, c'est-à-dire qu'elles ont été publiées par l'ISI très en retard, je dirais 3 jours avant les élections, pour certaines procédures. Et certaines procédures étaient contradictoires. Je ne vais pas revenir sur l'article 61, donc on pourrait en parler, mais faute de temps, on pourrait revenir, c'est assez important pour les élections prochaines. Alors, également au niveau de l'organisation, là où il y a eu un gros bémol, c'était au niveau du recrutement et au niveau de la formation
donc des membres des mairies et du personnel des bureaux de vote. Alors tout simplement, donc, ça a entraîné bien entendu une désorganisation des bureaux de vote concernés et ça a entraîné, disons, que certaines parties, certaines personnes qui n'étaient pas complètement apolitiques, donc puissent quand même intervenir dans les bureaux de vote. Donc, ceci s'explique en fait, c'est aussi une recommandation pour l'avenir, parce que n'oublions pas que l'ISI a eu 4 mois pour organiser les élections. Alors, recruter, je crois qu'il y a eu jusqu'à 45 000 personnes, je crois, recrutées. 45 000 personnes, c'était pas évident. Donc, être sûr de leur intégrité, on n'avait pas le temps. Et les former, donc, plusieurs personnes ont été... il y a certaines personnes qui n'ont pas été formées du tout, d'autres personnes qui ont eu 4 heures de formation, mais c'est tout à fait normal avec 4 mois, donc uniquement pour organiser les élections. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, au sein de la TID, nous disons, mais je pense aussi que également d'autres observateurs, que des élections en 4 mois, même si on entend parfois certains politiciens à droite et à gauche dire la dernière fois on l'a fait en 4 mois, cette fois-ci on le fait en 2 mois, ce n'est pas possible si on veut avoir des élections intègres. L'enregistrement des électeurs. Alors, donc au départ, l'ISI, et c'était un point que nous avons considéré comme étant très positif, l'ISI avait opté pour ce qu'on a appelé l'enregistrement actif. Alors, c'était positif, étant donné qu'ils ont refusé au départ de recourir aux listes du ministère de l'Intérieur, qui, comme on le sait, à peu près tous étaient des listes manipulées, et donc on voulait avoir une liste d'électeurs internes. Cependant, donc et là, bémol, en milieu de parcours, on a annoncé le recours à l'inscription passive. Et à partir de ce moment-là, il y a eu, disons, un enchaînement d'événements qui ont abouti à beaucoup de désordre le jour des élections. Alors, le recours donc aux listes, le recours à l'inscription passive a entraîné le recours aux listes additionnelles, aux centres de vote et aux bureaux de vote spéciaux, à une augmentation du personnel de l'ISI, à donc difficultés de recrutement et de formation dont on va parler, des infractions qui ont été observées le jour du scrutin, et spécialement dans ces bureaux donc, spéciaux, où même les observateurs n'étaient pas très présents parce qu'on n'avait pas la liste également de ces bureaux spéciaux. Donc, ce recours-là a eu un effet par cascade, des effets très négatifs sur les élections, sur le scrutin, le jour du scrutin. L'affichage des listes des électeurs, là, c'était parmi les points que nous avons le plus critiqués au sein de notre association. Donc, il n'y a pas eu d'affichage public, ou si partiellement dans certaines municipalités, et encore, ce qu'on a appelé affichage public, c'est on pouvait consulter une sorte d'annuaire, on a essayé, c'est un gros bouquin comme ça, vous cherchez votre nom uniquement, vous n'avez pas le droit de voir si d'autres personnes sont enregistrées. Et donc là, où est le contrôle citoyen? Parce que rendre publique la liste des électeurs, ça a 2 objectifs: vérifier qu'on est inscrit et également effectuer un contrôle citoyen. Je voudrais être sûre en tant que citoyenne que des personnes qui n'ont pas le droit de vote selon la loi électorale ne sont pas dans cette liste, et vice-versa, que certaines personnes qui auraient dû y être ne sont pas là. C'est les ABC. Cette liste n'a pas été, cette liste d'électeurs n'a pas été publiée, et a été publiée dans certains endroits, mais ça a été assez mal fait. Et par contre, là où ça n'a pas été fait, et malgré le fait que l'article 7 du décret-loi numéro 35 stipulait que ces listes devaient être publiées sur le site internet officiel, sur le site officiel de l'ISI, l'ISI s'est refusé à éditer ces listes-là. Donc, au niveau des requêtes, donc là, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, pour la liste des électeurs, on ne peut rien dire sur l'intégrité de cette liste, aucune assurance que les listes des électeurs étaient conformes aux dispositions des textes de loi. On ne le sait pas tout simplement. Alors ensuite, au niveau des requêtes, il n'y a pas eu, à notre connaissance, de requêtes déposées à ce stade. L'affichage des listes des candidats et requêtes, là c'était l'opacité complète concernant les procédures de rejet des listes des candidats.
Et ensuite, il y a eu ce cafouillage dont on se rappelle sur la liste des candidats rejetés après annonce des résultats préliminaires. On ne va pas revenir dessus. Alors, au niveau de la campagne et pré-campagne, beaucoup à dire également. Donc, il y a eu, de notre point de vue, même si ça a été expliqué ensuite par les membres de l'ISI par une question de temps et de pouvoir. Donc, pour nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu un laxisme de l'ISI lors du déroulement de la campagne électorale. Sur la transparence des financements, le monitoring des médias, l'utilisation des lieux de culte. Ça, on le sait, il y a eu des lieux de culte qui ont été massivement utilisés pour les campagnes électorales. Les établissements éducatifs ont également été utilisés à des fins de campagne, etc. Et il n'y a pas eu d'infraction concernant, il n'y a pas eu de sanctions concernant ces infractions. Donc, les sanctions n'ont pas été appliquées. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire également? Donc, les instances donc, chargées, l'instance, les IRI, l'ISI et les IRI, n'ont donné aucune réponse aux pratiques amorales et antidémocratiques que nous avons dénoncées à plusieurs reprises. Corruption de voix, attribution de dons en nature et en numéraire, démarchage des électeurs, tout ça, on l'a observé en masse pendant la campagne et pas de réponse aucune. Donc on se rappelle encore même des campagnes, des mariages qui ont été célébrés, etc., des cours gratuits. Bon, on a quelques exemples pour raviver un peu les souvenirs. Donc des cours gratuits par un parti, donc là en l'occurrence, pour le baccalauréat, la campagne avant l'heure qu'a commencé le parti du PDP, et j'en passe. Ça, c'était deux exemples, mais il y en a eu beaucoup, et il n'y a pas eu de réponse, il n'y a eu aucune réponse de la part de l'ISI à cette époque-là. Donc le financement de la campagne électorale, donc également nous avons fait une demande pour pouvoir observer, donc là le gouverneur de la Banque centrale, donc pas de réponse non plus. Donc pour nous il y a eu une grande difficulté, on ne peut pas estimer, on n'a pas pu estimer donc les fonds dépensés par les listes électorales. Il n'y avait pas d'accès à l'information pour la société civile du tout. En ce qui concerne le financement public des campagnes, il y a eu plusieurs problèmes, notamment pour le financement à l'étranger, où il était impossible de fait, il y avait une impossibilité de fait pour pouvoir suivre les comptes des candidats à l'étranger. Et au niveau de l'arrivée de la partie du financement public, alors nous savons que certains candidats à l'étranger ont reçu, donc le 17, donc c'était la veille, à la fin donc, de la campagne, ils ont reçu la partie qui leur revenait. À la veille des élections, pardon. Alors, les infractions commises le jour du scrutin, donc il y a eu beaucoup d'infractions. Alors, ces infractions-là, on a essayé de les classer donc, en risque, donc infractions qui pouvaient risquer, qui présentaient un risque d'intégrité des résultats. C'est toutes les infractions, en gros, qui touchent l'urne, donc les scellés, l'urne, le contrôle identitaire, l'authentification des bulletins de vote. Deuxième classe d'infraction, c'est la violation du secret de vote. Troisième classe, non-neutralité des membres des bureaux de vote. Quatrième classe, pour nous, c'est un classement qui nous est propre, campagne à l'intérieur des bureaux, des centres de vote. Et cinquième type d'infraction des organisations au niveau de certains bureaux de vote. Alors, on a observé sur toute cette panoplie des infractions. Dans un quart de bureaux de vote, des irrégularités ont été observées. Parmi celles-ci, un cinquième porte sur des problèmes de scellés. Dans plus de 5% des centres de vote, donc là, encre indélébile n'était pas aux normes, contrôle identitaire n'était pas fait systématiquement dans certains centres de vote. À l'étranger, donc on en a parlé, on ne va pas reprendre, ça existe, donc le constat existe sur notre site web, donc on en parlait plus en avant. Donc la violation du secret de vote, ça aussi, dans un cas sur 10, donc vous l'avez tous observé si vous avez voté, donc la disposition des isoloirs, on ne peut pas dire que ça protégeait le secret de vote,
Très souvent, donc, les isoloirs étaient placés près des fenêtres. Et très souvent, ces fenêtres étaient ouvertes et des discussions avaient lieu entre l'intérieur et l'extérieur. L'accompagnement non justifié dans l'isoloir, on l'a observé beaucoup en Tunisie, mais également à l'étranger. Donc là, quelques photos. Donc là, sur la non-neutralité des bureaux de vote, de certains cas, plusieurs cas, enfin, c'était pas général, mais des cas ont été observés en Tunisie et à l'étranger. Donc, parfois, on a observé, disons, on a pu sentir une intention de fraude, mais dans beaucoup de cas, c'était par ignorance. Et là, on revient à la question de formation des agents des bureaux de vote. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas tout simplement, souvent ils demandaient eux-mêmes des informations aux observateurs. Campagne à l'intérieur des centres de vote, ça on l'a observé à grande échelle. Tous les centres de vote étaient touchés, un bureau sur 5 touché par des cas d'influence. Dans les files d'attente, on donnait aux électeurs voter pour un tel, on s'échangeait de numéro de téléphone, on a vu tout ça. Donc, pour nous, c'est une violation massive du silence électoral qui a touché pratiquement tous les centres de vote. Donc là, compilation des résultats. Là, c'est vraiment, là, il faudrait qu'on fasse attention la prochaine fois. Les bureaux de vote, donc les résultats détaillés, il faudrait que ça figure dans notre loi électorale. Donc nous voulons des résultats détaillés par bureau de vote avant le début, avant la clôture du délai de requête. Ceci est nécessaire pour qu'on puisse réellement vérifier ce qui se passe, comment on compile les résultats. Alors, y compris, il faudrait qu'on veille à ce que, parce qu'il y a eu exclusion, et ça c'est vraiment une entrave, ça n'a pas été transparent, il y a eu une exclusion des observateurs de l'étape cruciale de la compilation de résultats. Je vous rappelle que la compilation de résultats, c'est là où on prend, à la rigueur quand il y a un problème au niveau d'un bureau de vote, ça reste circonscrit, 800, 1000 voix. Au niveau du centre de compilation, c'est toutes les élections qui sont en jeu. Les observateurs doivent être là, doivent observer obligatoirement ce processus-là. Donc, l'opération de compilation, de correction doit être observée, donc pour éviter tout climat d'opacité et de suspicion. Donc, conclusion et recommandation, donc j'en finis. Donc, les infractions constatées ont touché l'ensemble du processus électoral. Quel est l'impact, la question qui nous a été soulevée, la question à 1 million de dinars, impact de l'ensemble de ces infractions sur le résultat. C'est difficile à évaluer. Comment pouvez-vous évaluer l'impact du manque de transparence sur le résultat des élections? Comment voulez-vous évaluer la violation du secret de vote massif sur les résultats des élections? Comment veut-on évaluer les infractions commises au niveau des campagnes sur les résultats, encore une fois? C'est un tout. Il y a eu un tout. Les procédures sont là pour être scrupuleusement, surtout en matière d'élection, elles doivent être suivies. C'est comme au niveau du juridique où le fond la forme a presque autant d'importance que le fond. Au niveau des élections, nous devons vraiment respecter toutes les procédures de vote. Alors, cause multiple, disposition des textes électoraux et des procédures d'application largement perfectibles, pratique peu scrupuleuse de certains partis, manque de sensibilisation des électeurs par rapport aux enjeux électoraux, inexpérience de l'ISI. Conclusion et recommandations, il y en a 7, 8. Définir un calendrier. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, il faudrait qu'on définisse un calendrier électoral avec des délais raisonnables et précis. Il faudrait qu'on revoie à la hausse les délais de recours relatifs à chaque phase. 2. Il faudrait qu'on prévoie suffisamment de temps pour la nouvelle ISI pour qu'elle puisse s'organiser. Donc, au niveau du recrutement, parce qu'aujourd'hui tout est presque à refaire, puisque nous n'avons pas de continuité de l'ISI. Donc, il faudrait assurer le recrutement et la formation correcte des intervenants dans tout le processus, donc les agents des IRI, les centres de vote, etc. 3. Instaurer des procédures de coordination entre l'ISI, la Cour des comptes et le tribunal administratif. 4.
doter l'ISI de pouvoirs accrus, notamment le pouvoir d'autosaisine et de sanction. Et également veiller à ce que cette ISI ait les capacités de mise en œuvre. Ce n'est pas suffisant que les textes soient là, il faudrait faire attention à ce qu'elle puisse mettre en œuvre les décisions qu'elle prend. 5. Renforcer le pouvoir dissuasif des pénalités prévues, on en a parlé. Donc étendre leur application aux partis politiques et élargir les listes des fraudes électorales. Augmenter le niveau, 6 mois, 1000 dinars, c'est rien. 6. Prévoir des dispositions légales obligeant l'ISI à être plus transparente et à publier toute l'information de manière proactive, y compris les résultats par bureau de vote à temps avant la clôture du droit de recours. 7. Prévoir et appliquer un texte garantissant la transparence de la liste des électeurs. Et enfin, garantir le secret du vote. Voilà, je vous remercie. Je vais